Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. Nous allons tout de suite commencer avec le décryptage de l'actualité. On va parler ce soir de la République démocratique du Congo, évoquer ce rapport de l'ONU qui parle de près de 700 violations des droits de l'homme commises au Congo en mars. Ce sera avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'ONU a recensé près de 700 violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo en mars, commises par les agents de l'État et des groupes armés selon un rapport publié mercredi à Kinshasa. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté 681 violations des droits de l'homme sur tout le territoire de la RDC, soit une augmentation de 6% par rapport au mois de février. Le mois de février où on recensait 642 violations des droits de l'homme. Amadou Diouf, ici, quand on parle de près de 700 violations des droits de l'homme, qu'est-ce qu'on met dans le vocable violation des droits de l'homme? Malheureusement, il y a du tout dedans. Il y a du tout, y compris le pire, parce que quand on prend le rapport, quand on parle de violation des droits de l'homme, il y a entre autres, par exemple, des exécutions extrajudiciaires qui sont aussi bien l'œuvre de l'armée régulière, de la police et des groupes armés. Ils séparent même en disant qu'il y a 42% de ces exactions qui sont dues à l'armée et 58% qu'on peut attribuer aux groupes armés. Donc ça, c'est le sommet, puisque vous avez un certain nombre de personnes qui ont perdu la vie à travers ces exactions. Vous avez les viols, vous avez les violences, vous avez les, je ne sais pas comment il faut l'appeler, les rapts qui se font par rapport aux enfants qu'on veut enrôler au niveau de l'armée. Vous avez les pillages, vous avez toutes sortes de choses, puisqu'il ne faut pas l'oublier, la RDC, malheureusement, traîne depuis fort longtemps un combat contre des groupes armés, particulièrement au niveau de l'Ituri et du Nord Kivu. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, l'armée n'a pas réussi à vaincre ces groupes armés. Mais c'est très inquiétant quand on attribue 42% de violations des droits de l'homme en tout cas à l'autorité qui est là. Tout à fait. C'est les forces de défense et de sécurité qui, malheureusement, sont coupables de 42% des droits de l'homme. Bon, le seul bémol, c'est que quand même, certains parmi eux ont été arrêtés. 41 militaires ont été jugés. Avec 6 policiers également ont été jugés et condamnés. Mais ça ne fait pas le point par rapport à ce qui est fait comme exaction de la part des forces de défense et de sécurité. Au niveau des groupes armés, personne n'a été jugé pour le moment, puisque bien sûr, eux, quand ils font les exactions, on va vers les populations, on fait ce qu'on fait et puis on se replie. Ce qui fait que ça pose problème, parce que si les forces de l'ordre font pratiquement 50% des violations des droits de l'homme, ça veut dire que la situation est plus que inquiétante. Au niveau des groupes armés, on peut dire que c'est presque normal? Normal, non. On peut dire que c'est là où on l'attendait le plus. Parce qu'une armée, normalement, c'est des gens à qui on a appris comment on fait le maintien de l'ordre, à qui on a appris comment on arrête une personne. Donc, même en situation difficile, on s'attend à ce que l'armée respecte les règles que lui impose sa tenue. Chez les groupes armés, malheureusement, le plus souvent, il n'y a pas de règles. D'ailleurs, les exactions sont parfois une stratégie, parfois une méthode. Donc, c'est des gens qui agissent de façon consciente, puisque c'est une façon d'apeurer les populations, de sorte que s'ils sont dans une zone, les populations n'ont pas le courage de les dénoncer, puisque chacun a peur des représailles si on dit aux gens qu'ils sont là ou qu'ils sont passés par là. Donc, au niveau de ces groupes, ce n'est pas du tout une surprise. Ce n'est pas au niveau de la RDC seulement. Partout où généralement il y a ces groupes armés, quand vous laissez une ONG des droits de l'homme venir dans la zone faire des enquêtes, mais on ressort des multitudes de violations des droits de l'homme de la part de ces groupes armés. Est-ce qu'on met ces violations commises par les FDS sur le compte, comme on le dit généralement dans nos pays, d'éléments incontrôlés? C'est le plus facile, mais ce n'est pas toujours des éléments incontrôlés, parce qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent l'amener. En principe, quand on met des forces de défense et de sécurité sur le terrain, en fonction du terrain, au bout d'un certain temps, on doit remplacer les hommes qui sont sur le terrain par d'autres hommes. Et ça fait partie des règles en la matière, parce que vous mettez quelqu'un sur un champ de bataille, il y a une pression qui est là sur la personne en permanence. À un certain moment, si vous ne relayez pas cette personne par d'autres personnes,
la personne commence à sortir du cadre de ce qu'on lui avait enseigné. Il est dans une situation de réflexe de survie ou bien même de mécontentement parce qu'il se rend compte qu'on les a balancés dans un endroit et puis on les a oubliés au niveau de l'endroit. Ça les amène souvent à s'en prendre à ceux qui ne leur ont pas fait du tort parce que ces populations ne leur ont pas fait du tort. Parfois, c'est par rapport aux rebelles, aux groupes armés. Au lieu de les arrêter tout simplement, certains préfèrent en finir une bonne fois pour toutes. Alors que ce n'est pas la règle. Ils devraient pouvoir les arrêter, les amener au niveau du tribunal, au juge maintenant de déterminer quelle sera la peine qui sera appliquée à ces personnes. Parfois, eux, ils préfèrent en finir tout simplement en disant que c'est à cause de ces gens-là que nous sommes dans la forêt. Au lieu d'être dans nos familles, il vaut mieux en finir avec ces gens. Parfois, les exactions vont à l'endroit des populations. Ils savent que les groupes armés sont là. Ils savent que les populations savent que les groupes armés sont là. On veut amener les populations à collaborer, mais les populations n'acceptent pas. Parce que quand l'armée va repartir, c'est les groupes armés qui vont revenir. Et on le voit avec Boko Haram, on le voit avec beaucoup d'autres groupes où parfois les armées ont des difficultés pour avoir la collaboration qu'il faut en matière de renseignement avec les populations. Ça amène parfois les militaires à appuyer, j'allais dire, sur l'accélérateur pour obliger les populations à donner un certain nombre d'informations, mais ça ne peut pas être des excuses, c'est des violations des droits de l'homme. Le rapport dénombre exactement 681 violations des droits de l'homme pour le mois de mars. Ça veut dire que l'ONU a pu documenter chacune des violations. Oui, tout à fait, parce que c'est ce qui est intéressant dans le travail des organisations des droits de l'homme. Souvent, on met sur le terrain des gens qui sont là pour que, quand on va dire « voilà une situation », qu'on ait l'ensemble des éléments permettant de prouver cette situation. Et il faut dire que 681, c'est trop. Il ne faut pas que les gens regardent le chiffre sur un mois. Quand vous le ramenez à un jour, ça fait pratiquement 24 violations par jour. À la limite, une violation chaque heure. Il faut bien que les gens voient l'intensité de la chose, qu'on ne regarde pas le chiffre 600 comme ça par rapport au mois. Donc, ce qui se fait, pour qu'on puisse dire voilà une violation, dans la façon de travailler de l'ONU et d'un certain nombre d'organisations des droits de l'homme, il faut voir la victime, soit la personne qui a été tuée, la personne qui a été frappée, la personne qui a été blessée. Essayer de savoir les choses se sont passées où, les choses se sont passées quand, qui est témoin, pour pouvoir dire qu'effectivement la blessure est due à ces exactions, qui est l'auteur des exactions. Et c'est pourquoi ici on fait la différence. Parfois c'est les forces de l'ordre, parfois c'est les rebelles. C'est l'ensemble de ces éléments qu'ils utilisent et après c'est ça qui permet de faire un rapport où on donne au public le rapport de façon générale. Mais il y a un autre rapport qui va permettre demain, si on veut poursuivre les personnes, de savoir quelle personne, si on avait pu identifier la personne, a fait quoi. Et c'est ça qui a permis, par exemple, de juger un certain nombre d'éléments parmi les forces de défense et de sécurité. La RDC, c'est un pays très vaste. Est-ce que le rapport de l'ONU permet aujourd'hui de voir quelles sont les parties du pays où ces violences sont le plus concentrées? Les deux parties, c'est l'Ituri, c'est le Nord Kivu. Puisque dans d'autres zones, la rébellion n'a plus la force qu'elle avait. L'ONU, la MONUSCO en particulier, a participé à éteindre en partie la rébellion au niveau de certaines zones. Il y a des zones aujourd'hui où la rébellion est restée. Il y a l'armée avec le président Tshisekedi qui est allé en force pour pouvoir mater la rébellion, mais on n'a pas encore réussi à mettre fin à cette rébellion. Et bien sûr, c'est dans ces zones qu'on va retrouver le plus grand nombre d'exactions. Mais ce n'est pas dans ces zones seulement que les exactions ont été recensées. Est-ce que ce soit les violations des droits de l'homme des FDS ou des groupes armés, est-ce qu'il y a interdépendance? Les FDS violent les droits de l'homme parce que les groupes armés agissent? Non, pas nécessairement. Les forces de défense, leur violation ne dépend pas de la violation des groupes rebelles, puisque les groupes armés, comme je l'ai dit tantôt, eux, ce n'est pas des gens qui se mettent dans une logique de où est la loi, où est la règle. La violence fait partie de leur méthode, aussi bien contre les forces de défense et de sécurité que contre les populations civiles. Et souvent, c'est par ça qu'ils parviennent à se mettre dans un endroit. Les populations savent que ces groupes sont là et les populations ont du mal à dire à l'armée ils sont là puisque tout le monde a peur des représailles. Quand il s'agit des forces de défense et de sécurité, souvent, c'est le fait qu'ils ne fassent pas le travail qu'on devait attendre d'eux. Le rôle, quand c'est possible, c'est d'attraper une personne et de mettre à la disposition de la justice. Mais souvent, on préfère régler le problème
séance tenante. C'est pourquoi on parle d'exécution extrajudiciaire. La personne a été exécutée, aucune enquête, aucun jugement n'a été fait, même pour dire que la personne est coupable. Parce que ce n'est pas aux forces de défense et de sécurité de parler de qui est coupable et de qui ne l'est pas. C'est à eux d'amener devant le juge. Souvent, ces forces ne le font pas. Parfois, c'est à l'endroit des populations, parce qu'il est arrivé même que des populations se soulèvent en disant que les forces sont là, mais elles ne sentent pas le soutien quand les groupes armés les ont attaqués. Ils ont fait appel aux forces et les forces n'ont pas réagi à temps. Elles sont arrivées avec du retard. On a plusieurs fois eu des récits de ce genre, ce qui amène parfois les populations même à manifester contre les forces de défense et de sécurité, ce qui complique davantage la situation pour ces forces de défense et de sécurité. Le rapport de l'ONU a été rendu public. Est-ce que les autorités RD congolaises ont eu une réaction? Le ministre des Droits humains a réagi. Il reconnaît qu'il y a eu des exactions, aussi bien du côté des forces de défense et de sécurité que des groupes armés. Et il dit que la RD Congo est disposée à ce que, pour les cas où on a pu identifier les coupables, on déclenche la procédure au niveau de la justice pour que les gens soient jugés. Il y a même un chef rebelle qui est recherché particulièrement. Il s'agit de Guidon Muissa, qui lui est déjà sous des sanctions de la France, des États-Unis. On a gelé ses avoirs en 2018. L'ONU a demandé à la MONUSCO de collaborer avec l'État de la RDC pour qu'on puisse le capturer, parce que dans ce qui a été documenté, lui, il est accusé de crimes de guerre, il est accusé de viol, il est accusé également de recrutement d'enfants mineurs pour les enrôler au niveau des groupes armés. L'ONU a-t-elle fait des recommandations? Après chaque rapport, il y a toujours des recommandations. Quand le ministre parle, on sent qu'il a bien vu les recommandations, puisque l'ONU se met toujours sur le terrain de la légalité. Il ne faut pas qu'on oublie que la MONUSCO est là-bas avec plus de 15 000 hommes. Oui. Donc pour documenter, pour aller faire des enquêtes, etc., ils ont leur propre personnel pour aller le faire et savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi, après les rapports, très souvent, il y a des recommandations. Une des recommandations, c'est de pouvoir poursuivre en justice les coupables qui ont pu être identifiés. Une autre recommandation, c'est de pouvoir trouver les autres coupables qui n'ont pas été identifiés. Et la règle de l'ONU, c'est de faire la paix. Donc, de voir également comment créer les conditions pour que ces exactions ne se répètent pas. Malheureusement, ici, quand on compare avec le mois précédent, il y a plutôt eu une augmentation de 6%. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va passer tout de suite à la pause. Et après, on reçoit l'invité sport de ce jour.